Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince Crâne, votre podcast autour de Magic et du Commander. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Google Podcasts. Mais aussi et surtout sur YouTube, vous y retrouverez du contenu exclusif, comme par exemple Commander Theorycraft, l'émission qui parle de la science du building dans le format Commander. Si vous avez des questions ou si vous voulez échanger avec nous, n'hésitez pas à passer sur le Discord de Magic C'est Chic, on est plutôt actif. Sans plus attendre, on détape ses permanents, on pioche, c'est parti. Rebonjour et re-bienvenue dans cet épisode du Pince Crâne où nous allons discuter, analyser et débattre autour de ce qu'on appelle le High Power ou encore ce que certains appellent le niveau 8. Et pour ce faire, je suis accompagné de Kiku. Bonjour, bonjour. Ça va bien ? Bah carrément, à côté de toi. Bah écoute, je vais bien, je suis très content de t'avoir avec moi, on a jamais eu l'occasion de débattre ensemble et tout, même si on a eu l'occasion aussi de se voir en vrai. Mais est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui te connaîtraient pas ? Ouais, totalement. Et ben moi c'est Kiku. J'ai commencé Magic vers 2003, un truc du genre, c'était vers Fléau. Donc mon premier préconstruit que j'ai acheté, c'était un préconstruit de Fléau, quoi. J'ai commencé le Commander vers 2009, un truc comme ça, donc au premier jour, quand il y avait surtout des arbitres qui jouaient, etc. J'ai fait pas mal de compétitions, des trucs du genre, je fais du Duel Commander, quelques tournois aux apps, ce genre de choses. C'était moi qui faisais partie du duo de fondateurs de la chaîne YouTube Les Chroniques du Commander, où on parlait justement beaucoup de Commander, Duel Commander énormément, on faisait des analyses de tournois, ce genre de choses. Donc ça fait un petit peu de temps que je roule ma bosse en Commander, voilà. Et là justement on s'est croisés à Commander l'Assemblée. Et ouais, j'étais très content de te rencontrer à cet événement-là, hein. Moi j'étais déjà, à l'époque où elles étaient sorties, j'étais très fan de tes vidéos sur typiquement le card advantage, le tempo, ces choses-là, parce que même si aujourd'hui, en termes de ce que fait, dans la forme de ce que fait les chroniques de Commander, même si elles sont un peu dépassées dans la forme, à l'époque c'était compliqué d'avoir ce genre de contenu, et typiquement, quand c'est sorti, ça m'a forgé beaucoup sur ma compréhension du jeu en général, et du coup aussi du Commander, donc je suis très content de t'avoir avec moi. Bah écoute, avec plaisir, et c'est vrai que j'avais très envie de partager sur ces concepts où en fait il y a énormément d'articles qui ont été partagés au fur et à mesure des années sur Dojo, sur MTG Salvation, sur Channel Fireball, sur Star City Game. Il y a plein d'articles de grands joueurs, des trucs super cool à partager, des trucs vraiment fondateurs. Il y a les 2 bouquins de Patrick Chapin, et c'est pas mal de trucs que j'ai dû lire en fait pour devenir meilleur à la base à Magic en fait et gagner 2 tournois. Et malheureusement je trouve qu'il y a encore peu de tout ça qui a été partagé dans la sphère française. Et régulièrement il y a des nouvelles personnes qui créent des articles qui font avancer Magic, et ça prend du temps d'arriver à partager tout ça en France, et moi je t'avoue que je suis très mauvais en montage en fait, c'est pas mon truc, donc autant lire les articles en anglais et proposer des traductions, ça me faisait kiffer, autant au moment où il faut en faire justement une forme un peu moderne et cool. Ouais, non mais alors étrangement, moi c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, mais j'ai l'impression que ça marche pas trop en fait sur internet en général. C'est-à-dire que si t'es pas un ultra passionné, au final ça fait pas partie, on en parlait un petit peu avec Ragen, hein, ça fait pas partie des vidéos ou du contenu qui perce en général, et je trouve ça très dommage. Je pense que c'est forcément du contenu de niche, dans le sens où c'est les quelques pourcentages des joueurs les plus passionnés qui vont trouver ça cool, et s'ils sont si passionnés que ça se trouve ils ont déjà lu ces articles en anglais. Donc effectivement ça veut dire que il y a peu de gens qui sont intéressés, qui ont déjà vu ce contenu, donc ça perce peu, je suis d'accord. Tout à l'heure on disait qu'on s'était rencontrés en vrai du coup à l'événement que j'ai organisé à Auxerre. C'était vraiment le bon spot pour faire de jolies rencontres, hein, dont la tienne, et je profite de t'avoir avec moi pour gratter un peu ton feedback sur l'événement. Moi j'en ai discuté justement avec Bambichon qui m'expliquait un petit peu l'idée d'avoir enfin un gros événement de Commander Casual, et c'est vrai que pendant toutes ces années de Magic, dès qu'il y avait un gros événement c'était un tournoi, et un tournoi c'est quand même un événement assez particulier sous bien des formes. Et aujourd'hui, j'ai arrêté d'être sur ma chaîne YouTube, et je me suis beaucoup recentré sur juste jouer avec des potes.
Et il y a quoi comme gros événement pour jouer comme ça avec les potes? Bah rien en fait. Et là, ce qui était vachement cool à Auxerre, c'est juste on arrive, on se pose et on joue avec des gens. Et c'était vraiment de la socialisation Commander où là où dans les tournois, au final, on a juste pas le temps de socialiser. Hein. On enchaîne ronde après ronde. Hop, là il faut prendre à manger. Là il faut courir pour prendre un peu l'air avant que hop la ronde d'après reprenne. C'est vraiment un autre rythme. Donc c'était le premier événement Commander que je faisais où il y avait vraiment, on pouvait prendre le temps, taper la discute, rencontrer des gens, tester des modes de jeu. Il y avait plein de modes de jeu qui étaient proposés, il y avait une super ambiance. Et moi j'ai juste kiffé de me poser avec des gens et tester des formats. J'ai adoré jouer en Shogun. Là, faire 2 tables de Shogun avec des gens et découvrir les decks de tout le monde. Moi j'avais amené mes decks les plus flavorful pour vraiment montrer des builds aussi aux gens. Et que chaque game soit l'occasion de rencontrer des gens, voir des nouveaux builds, voir des decks un peu cool qu'on n'a jamais vus et partager moi-même le genre de builds que j'ai pu faire qui vont potentiellement plaire à la communauté quoi. Donc vraiment super vibe. Ouais, d'ailleurs, je t'ai vu sur une table jouer ton deck donjon où t'avais fait un plateau avec les donjons en gros. Yes, j'ai imprimé une initiative en gigantesque et j'avais des petits meeples, des petites figurines pour chacune des personnes. Donc chaque personne peut choisir, ok, moi je veux cette figurine là que je pose sur la carte et vraiment on parcourt le donjon. Et c'est un peu ma manière de résoudre. L'initiative peut être un peu frustrante en Commander parce qu'en fait, faut que tu aies pris des donjons pour tout le monde et chaque personne doit traquer elle-même son petit donjon dans son coin. Puis en fait, ça prendra pas sur son board et on voit pas grand-chose, etc. Et ça donnait pas le feeling. Je trouve que l'initiative est vraiment géniale en design, mais ça donnait pas le feeling que je voulais. C'est-à-dire que pour les gens, c'était plus maintenant je dois gérer ce truc-là en plus et ça me saoule. Alors qu'à partir du moment où j'ai fait ce plateau-là, il y a un côté où les gens ils sont trop contents d'avoir un petit plateau de jeu et d'avancer sur leur petit plateau de jeu et ils voient bien les cases, tout est facile à lire, c'est écrit gros. Et d'un coup, tout le monde kiffe, genre ah ouais, je vais avancer dans le donjon et ça donne enfin le feeling que je voulais avoir avec ces donjons-là. Qui était tiens, je vous amène une brique de board game en fait en plus dans le jeu et tout le monde va kiffer. D'accord. Est-ce que tu pourrais me partager aussi aux auditeurs ta méthode de fabrication ou quoi? Parce que ça m'intéresse vraiment et j'ai vraiment envie de le reproduire ou voir peut-être l'adapter à ma sauce. Yes, je sais qu'Alvar de Magic C'est Chic l'avait partagé sur Instagram. Justement, il m'avait demandé le lien. En fait, il y a un redditeur qui a conçu son donjon avec vraiment, on voit un petit peu des pièces de donjon. Genre derrière, on voit une table, une lampe, etc. Comme si on était dans un donjon de Donjons et Dragons. Donc ça c'est le fond de la carte et derrière il y a les salles et par-dessus écrit les différentes salles du donjon et tout ça il y a un fichier qui est disponible sur internet et vraiment si on tape initiative donjon MTG sur Google Images on peut tomber dessus et je l'ai étiré à fond pour l'imprimer en grand format sur une page Word tout simplement et après je l'ai découpé, j'ai pris une boîte de céréales. J'ai utilisé le carton et j'ai découpé le carton au même format que ma feuille que j'avais imprimée en couleur et j'ai agrafé le tout. Donc vraiment ultra simple quoi. Simple et efficace. Ok, super. Bah écoute, je vais certainement m'en faire un. Alors il va falloir que je lui fasse une petite protection. Je vais peut-être m'amuser à essayer de le plastifier, enfin faire ça propre. Mais je suis vraiment fan de ce genre de truc. Hein. De toute façon, plus ça va aller et plus on va avoir des mécaniques un peu du genre. Donc va falloir s'accessoiriser, même si c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Mais en tout cas... L'idée d'avoir un bel accessoire pour les parties de Commander, ça me parle, quoi. Et vraiment, genre, à partir du moment où tu mets pas 35 trucs, mais un board game au milieu de la table, je me rends compte que ça marche bien, et donc ça m'a donné envie de tester d'autres choses. Donc là, j'aimerais bien faire un petit mode de jeu basé sur le mariage vampirique d'Olivia et Edgar, et faire un truc où on essaie d'avancer dans la course à la couronne, peut-être avec le monarque, et des trucs comme ça. Donc je réfléchis en tout cas à des petits board games à rajouter, je pense qu'il y a des trucs vraiment cool à faire. Un truc en mode, on avance dans la cérémonie... Ouais, c'est ça, exactement. Ça. Ouais. J'imaginais justement, il y a le moment où tu chopes ton invitation, puis tu prépares, tu vas choisir ta tenue pour le mariage, et tu fais plein de trucs à la con comme ça, mais à chaque fois, il y a un petit effet, et tu progresses, et c'est cool, quoi. Tu prends une petite collation, trop bien. Bon, on va revenir un peu plus dans le contexte du podcast. Hein. Du coup, on s'est rencontrés à Commander l'Assemblée, on a eu l'occasion de discuter à quelques reprises, et en fait, tu m'as balancé un point de vue que je trouvais un peu, je mets des petites guillemets, hein, atypique. Alors, je me souviens plus tout à fait de la phrase exacte. Pourtant, elle m'avait un peu marqué. Hein. Je vais essayer de la reconstituer et tu me corrigeras, d'accord ? Alors, t'avais dit quelque chose comme quoi le
high power ne devrait pas exister ou n'existe pas, soit on joue casual, soit on joue CEDH, en gros que le niveau 8 c'est le terrain propice à des parties qui se passent socialement plutôt mal. Ouais, après moi j'aime bien parfois jouer un peu à la provoque, je trouve que ça fait des conversations intéressantes, donc j'ai balancé effectivement, de toute façon le high powered ça existe pas à une personne qui joue en high powered, donc vraiment en mode taunt, genre ce que tu es en train de faire n'existe pas, ce qui est du coup forcément faux, parce que la personne est littéralement en train de le faire, mais c'était la provoque, ma petite accroche qui justement est le début pour mon point de vue sur le high powered, qui est que c'est la source de la plupart des problèmes en Commander. Yes. Alors avant d'expliciter ta pensée sur le sujet, est-ce que tu pourrais définir ce qu'est pour toi le high power? Yes. Mais pour ça, je vais décrire ce qu'est pas le high powered déjà. T'as le casu, le commander casual friendly, tout ça, qui est le meilleur moyen d'initier les débutants, je trouve. C'est vraiment tout ce qui est, tu ramènes un préconstruit ou un préconstruit amélioré, tu suis tous les non-dits du commander, donc t'as pas de destruction de terrain, t'as pas de combo. Donc t'es vraiment dans le commander comme ils appellent battle cruiser, si tu veux, où tu joues des games fair à un niveau globalement préconstruit et tranquille. Et où là généralement il n'y a pas de problème parce que tout le monde sait à peu près à quoi s'attendre, il y a à peu près les mêmes genres de cartes, il n'y a pas des staples chers genre faille cyclonique, dîme étouffante, étude ristique, etc. Il n'y a pas de stacks, et pour les gens qui sont contents de ce contrat social là, ça se passe bien. Ensuite tu as à l'autre bout le CEDH, où voilà, là on joue compétitif, on joue la gagne, tous les coups sont permis. Toutes les cartes de Magic sont permis, vas-y imprime tes proxys parce qu'on joue pas face à ton porte-monnaie, on joue face à ta compétence et là on va essayer de bien jouer c'est pareil, ce contrat social là il est très clair, donc dans ces deux cas j'ai eu des très bonnes expériences, j'arrive à un groupe de CEDH, ça se passe bien, j'arrive avec un groupe de casual, ça se passe bien, je sais quel deck amener au global je trouve que ça, voilà, c'est cool, c'est bonne vibe, bonne ambiance. Et après, t'as tout ce qui est au milieu, qui est le moment où on commence à dire, en fait, tous les coups sont permis, mais moyennement, tu vois, genre, c'est le high power, tu vas avoir des gens qui commencent à dire, ah non, les Armageddon c'est ok, mais pas les contresorts, mais la stack c'est ok, mais pas les combos, et du coup, on se retrouve avec plein de si, on galère à trouver, mais en fait, qu'est-ce qui est ok ou pas dans ce groupe de jeu, c'est pareil. Un peu de staples c'est ok mais pas trop, ah ce staples là oui mais pas celui-là, ah non là t'as gagné un peu trop vite je suis pas content, et c'est cet endroit où en fait on commence à avoir des vraies bonnes cartes, des decks un peu plus forts, à gagner plus vite, à avoir des stratégies qui sont moins appréciées, mais trouver un compromis pour la table est très difficile je trouve. On va très facilement tomber sur une personne qui l'emporte parce qu'elle va trop vite, une personne qui a joué une carte qui n'a pas plu à une autre et du coup on a du drama. Et de mon expérience, quand j'allais, genre je vais à une table de casual, ça se passe bien, je vais dans une ligue, genre la ligue du Val-de-Marne, où ils disent bah nous on joue casu et on a plein de règles entre guillemets à la con pour forcer les gens à jouer casu. Mais à partir du moment où on a compris l'esprit, ok bah là en fait on va jouer casu, je vais jouer des préconstruits améliorés, je vais jouer des trucs flavorful. Et ben en fait ça se passe très bien, super ambiance, game agréable, etc. Tu peux donner quelques exemples de cet assaut? Cet assaut, j'étais tombé face à voilà un type qui s'est dit ah tiens je vais jouer toutes les cartes du type Prosper, Faldorn, etc. qui jouent en exil, mais je veux les jouer toutes, donc je vais jouer un 5 couleurs exil, et il avait un deck très flavorful avec tous c'était tous les généraux où d'habitude, bah ok, on voit ce général, on se doute qu'il fasse de l'exil, mais là c'était un deck qui les jouait tous. J'ai vu des gens qui avaient des decks politiques, des gens qui avaient qui se ramenaient avec un préconstruit amélioré, genre ah tiens j'ai mon préconstruit Calemné géant de l'époque et je me remets à Magic, donc je rejoue mon préconstruit. Et en fait ça se passait à chaque fois plutôt bien. La seule distinction qu'il y avait c'est bah ton deck il est fort ou il est pas trop fort. Et hop tout le monde s'arrangeait et bonne vibe. D'accord. Alors en t'écoutant, je me pose la question, je fais est-ce que moi mes decks ils sont high power ou pas? Enfin selon tes critères, hein, je veux dire. Pour synthétiser ma pensée, ce que je considère comme high power, alors plein de gens seront pas d'accord avec moi, y a pas de souci, mais pour moi le high power englobe tout ce que j'appelle les mécaniques unfair du format, et c'est ce qui traîne à la porte du CEDH. C'est-à-dire que c'est ce qui est incapable mécaniquement de perfer en CEDH, tout simplement parce que c'est quelque chose qui ne s'adapte pas au metagame CEDH, néanmoins qui
tout aussi mécaniquement, ratiboise le reste. Typiquement, je peux mettre MLD dans ce genre de catégorie et tout ça. Donc voilà, ça c'est mon critère à moi. Mais typiquement, j'ai tendance à vraiment builder mes decks au poil de cul. Ça veut pas dire que je joue beaucoup... j'essaye d'éviter les staples de manière générale, ou alors quand je les inclus, c'est vraiment que le deck en a besoin. Typiquement, un deck qui a vraiment du mal à piocher, je vais certainement lui rentrer un staple. Du coup, j'arrive pas à savoir si moi-même je rentre dans la catégorie du high power selon toi. Je pense qu'on est à peu près d'accord sur la définition, c'est-à-dire que pour moi, un deck casual, il respecte le contrat social, pas forcément en high powered, il joue peu ou pas de staples et de cartes chères, c'est pas le cas en high powered, et il est plutôt tranquille, il gagne plutôt lentement avec des stratégies du type je t'attaque avec toutes mes créatures, ce qui est pas forcément le cas en high powered. Donc pour moi, à partir du moment où tu sors de ce contrat très clair et très fixe du casual, tu entres dans le high powered. Et après, il y a plus ou moins high powered, mais justement, c'est le souci, c'est que c'est une zone qui est très large dans laquelle les gens n'arrivent pas à communiquer. Et pour moi, c'est l'endroit où on va le plus vivre le problème du Commander, qui est les gens aimeraient avoir un match équilibré avec où ils sont à peu près d'accord sur le genre de choses qui vont se passer dans la game. Ils ont envie de jouer un certain type de game et ils vont pouvoir jouer ce type de game, tu vois. Et la plupart du temps, ils y arrivent pas en high power, je trouve. Là où en casual, généralement ils y arrivent, en CEDH, généralement ils y arrivent. Et en high power, c'est là où je vois le plus de galères. Et des galères vraiment genre moi je suis designer dans le reste de la vie, tu vois. Et je vois vraiment les gens galérer à se dire là j'ai passé une mauvaise game et j'arrive pas à communiquer sur ou comprendre pourquoi est-ce que j'ai passé une mauvaise game. Et ça va être des trucs du genre, par exemple, si les removals qui sont joués dans la game sont par exemple les contres gratuits, etc. Si les removals sont bien meilleurs que la qualité des menaces, la partie va durer et s'éterniser. Et les gens vont galérer à prendre un avantage sur le board et à avoir quoi que ce soit qui tient. Et ils vont être frustrés parce que y a rien qui marche et ça avance pas et la game dure et c'est chiant. Et à l'inverse, si les menaces sont extrêmement puissantes par rapport à, ou en tout cas si tu as quelques menaces très puissantes, tu vois, genre ne serait-ce que si tu as une expropriate dans un deck, l'expropriate peut se retrouver à être tellement au-dessus du reste des cartes qui ont été jouées dans le match que le reste n'a eu aucune importance. Et régulièrement, je regarde des games, si tu veux, de high powered, que ce soit Sol Ring ou les Chroniques du Commander ou Command Zone, etc. Je regarde des games de high powered sur internet et je compte, comme pour le mulligan, tu sais, quand on mulligan, tu comptes combien de cartes sont utiles dans ce match-up et ça te permet de voir, là j'ai une main à 5 concrètement parce que j'ai 2 cartes qui sont mortes. Et ça peut avoir du sens de mulliganer parce que je me vois pas performer dans ce match-up. C'est pareil en fait là en fin de game, je regarde une game de Commander qui a eu lieu et je compte combien de cartes ont eu un impact dans cette partie. Et si au final les joueurs ils ont commencé à se grappiller les points de vie, à faire ceci, cela, mais la seule chose qui a eu un impact c'est que ce joueur-là a assemblé sa combo en piochant, en jouant ses terrains et quand il a joué sa combo ça a marché. Et du coup, rien du grappillage n'a eu d'impact. En fait, ça veut dire que le nombre de cartes qui ont été jouées dans ce match, c'est les terrains, un sort de pioche et 2 cartes de la combo. Voilà. Le reste des cartes qui ont été jouées, il y avait peut-être 30 cartes qui ont été jouées à côté, c'était des non-cartes, entre guillemets, c'était des pochettes vides, elles n'ont eu aucun impact sur la partie. Et du coup, quand les joueurs, quand tu débriefes ensuite avec les joueurs, c'est genre, t'as ressenti comment cette game? J'ai pas eu l'impression d'avoir un impact, j'ai été un peu frustré par la win, tu vois. Et ils ont du mal à verbaliser, ok, qu'est-ce qui fait que je suis frustré? T'es frustré parce que 0 des cartes que tu as jouées ont eu un impact dans cette partie. Alors c'est intéressant, il y a énormément de choses que tu viens d'évoquer auxquelles j'ai envie de réagir. Je sais pas tout à fait par quoi commencer. Comment je pourrais faire ça? Est-ce que... Ah là là, j'ai envie de te poser plein de questions sur qu'est-ce que tu considères comme high power ou pas, mais avant, t'as évoqué le fait que tu étais designer, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Moi je bosse dans le jeu vidéo. Et du coup, je design en fait des éléments de jeux vidéo. Donc, je vais designer, une interface pour naviguer dans le jeu, un système de notification, un système de communication,
je vais designer voilà, des flows de jeu, comment est-ce que tu D'accord. arrives de cet élément de jeu à cet élément de jeu, ce système de jeu, qu'est-ce qui fait qu'il est facile à comprendre et à utiliser. Donc je bosse sur plein d'éléments de jeu, ce qui veut dire que mon quotidien c'est de discuter avec des gens du jeu vidéo de comment est-ce qu'on fait un jeu qui plaît aux gens et quelles expériences fonctionnent, quelles expériences ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui fait que là les gens ils ont passé un mauvais moment ou un bon moment et comment est-ce qu'on rectifie le tir. Ok. Et donc tout à l'heure tu as évoqué Expropriate, une carte qui est plutôt frustrante. Je sais plus si elle est dans Assault List, mais je suis d'accord avec toi, en tout cas si tu la considères comme une carte déséquilibrée. Je trouve qu'effectivement elle a énormément d'impact pour l'engagement qu'elle demande, c'est-à-dire qu'elle a pas besoin d'autres cartes à côté. Effectivement c'est déséquilibré, enfin moi personnellement je trouve ça déséquilibré en tout cas. Est-ce que tu as d'autres cartes? Est-ce que tu peux me citer une ou deux autres cartes dans ce gabarit que tu mettrais dans le même lot? Ouais, mince, c'est quoi le nom déjà du sort de rituel en noir pour 2 noirs et X, et tu forces les gens à soit discard, soit perdre 3, soit sacrifier un permanent pour le nombre que tu as payé en X. Tourment de Graal de Feu. Voilà, exactement. Donc ça, c'est une autre carte en fait qui en fait va juste dire en fait j'ai gagné. Là où en fait un des trucs que j'ai fait c'est que j'étais parmi les consultants au comité du Duel Commander, tu vois, et dans les concepts qu'on avait c'était c'est quoi ta fenêtre et ta largeur d'interaction, c'est-à-dire que tu prends Avenger of Zendikar, quand tu le joues, voilà, ça te crée un gros board, tu vas peut-être poser des trucs etc et avoir ok t'as un board menaçant. Maintenant on a combien de temps pour réagir? On a au moins un tour de table, le temps que ça revienne à ton tour. Et là, tu vas peut-être sortir un joueur, peut-être 2, peut-être pas 3. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un tour complet de table, voire 2 tours complets de table pour trouver une solution à ton Avenger of Zendikar. Et à quel point est-ce que c'est difficile d'interagir avec ta menace? En fait, c'est des créatures, c'est le type de carte le plus facile avec lequel interagir. Donc, t'as à la fois beaucoup de temps et une largeur d'interaction, une facilité d'interaction avec cette Wincon qui est vraiment très facile. Là où tu prends justement Hurlement de Grève de Feu et Expropriate, c'est un sort dans la pile. Et une fois qu'il est résolu, t'as pris ton avantage et basta. Donc la fenêtre d'interaction, elle est extrêmement faible et c'est le type de carte le plus difficile avec lequel interagir à Magic. Donc nécessairement, tu te retrouves dans une situation où cette carte-là, elle est très très dure pour la table. Elle donne envie de jouer des contre-sorts et des moyens d'interagir avec la pile là maintenant. Donc des contraintes beaucoup plus fortes pour ton deck building, pour à quoi tu vas faire attention et comment tu vas jouer, que Avenger of Zendikar qui lui est vraiment très fair, très tranquille, qui te donne beaucoup de largeur et a priori qui met peu de contraintes sur le deck building et sur comment les gens vont jouer pour arriver à surmonter cette menace. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ton approche, et voire même, en fait, finalement, c'est ce genre de carte qui rend l'interaction contre-sort si pertinente, c'est qu'elle permet de dodge quasiment tout, notamment ces grosses menaces très onéreuses en mana, qui demandent rien d'autre chose que d'être encore vivant tour 8-9 quoi en fait. Absolument. Personnellement, moi, ce qui me fait adorer Magic, c'est les synergies entre les cartes. D'ailleurs, je pense que c'est vrai pour beaucoup de TCG ou de jeux en général, c'est l'association d'éléments de gameplay et le building, Theorycraft, qui rend les interactions intéressantes. Et typiquement, je trouve que ces cartes-là sont particulièrement désintéressantes parce que elles sont quasiment totalement autonomes. Et elles me font lever les yeux au ciel et souffler du nez, quoi. Yes, voilà, on est d'accord. Et ça revient à cette spécificité du Commander qui est, en fait, quand tu joues en tournoi, tu essaies de faire le meilleur deck possible. Et tu te poses pas la question. Constamment, ce que tu apprends, les infos que tu vas chercher, les articles que tu vas lire, etc., c'est comment est-ce que je peux ramener le deck le plus fort possible, qui a la meilleure force intrinsèque, qui est le plus adapté au metagame que je vais avoir dans ce tournoi, etc. Et t'arrives en Commander, et là c'est super étrange, et c'est un truc qu'on voit régulièrement, des joueurs compétitifs qui arrivent en Commander, souvent ils comprennent pas, genre attends, comment ça il faut que mon deck soit moins fort, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas normal. On est dans cette situation super étrange où il faut qu'on ait un deck qui a la bonne force par rapport au reste du groupe pour que tout le monde passe une bonne game, qu'on a l'impression que la partie est équilibrée, que chacun avait ses chances, etc. Et
C'est très facile en casual quand on met beaucoup de règles, genre pas de combo, pas de ceci, pas de cela, pas de machin, etc. Bon, ça fait beaucoup de règles, mais au moins une fois qu'on connaît les règles, c'est assez facile de faire un deck qui est adapté à la table. Et en CEDH, bon, bah, la question se pose pas parce qu'on fait le plus fort possible. Et le high powered, c'est justement ce moment où, ben, si tu veux être le plus fort possible, tu vas essayer de réduire la fenêtre d'interaction, d'avoir un type de carte avec lequel c'est difficile d'interagir, justement de pas jouer des créatures qui sont trop faciles avec lesquelles interagir, parce que tu veux que les anti-créatures de tes adversaires soient des cartes mortes dans leurs mains, qui ne servent à rien contre toi. Donc tu vas déployer un certain nombre de concepts de building pour prendre l'avantage, et t'arrives en partie, les gens sont frustrés parce que bah oui, t'as pris l'avantage. Et moi qui venais justement en 2009 du compétitif, ça m'a pris énormément de temps de comprendre, en fait, les gens veulent avoir une partie équitable, ce qui veut dire qu'il faut que je nerf mes decks et que je trouve, que je comprenne tous ces non-dits du commander sur ces cartes que je dois pas jouer, et que j'arrive à m'adapter pour sortir un deck du bon niveau par rapport à la table, et c'est ça qui fait que les gens vont être contents. Et j'ai mis énormément de temps à trouver ma recette pour faire des builds au bon niveau et m'adapter à mon groupe de jeu. Et constamment, je vois des nouvelles personnes qui arrivent vers le high powered et qui galèrent en fait à trouver cette recette-là de comment est-ce que je fais un deck qui est au bon niveau par rapport à la table. Et qui ramènent plusieurs decks comme ça et qui galèrent à communiquer avec les autres personnes sur le tien il est plutôt niveau quoi, niveau comment, et les niveaux de deck, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quasiment tout le monde va te dire oui, mon deck il est niveau 7, et niveau 7 ne veut pas dire la même chose pour tous les gens. Ce qui veut dire que le système ne fonctionne pas dans le sens où bah, tout le monde dit ouais, moi j'ai pris un niveau 7, puis après personne n'est content parce que la partie n'était pas équitable. Et c'est ça que je reproche au high powered, c'est justement cette difficulté extrême qu'il y a pour les joueurs d'être satisfaits de leur expérience de gameplay, d'être satisfaits d'avoir eu un beau match équilibré. Alors je partage complètement ton point de vue concernant les niveaux de deck. C'est quelque chose auquel c'est marrant parce que quand j'ai commencé à découvrir les niveaux de deck, d'ailleurs grâce à une vidéo que tu as fait sur les chroniques, c'est un truc qui m'a non seulement beaucoup marqué, et en plus je suis allé lire tout ce que les gens faisaient sur la question. Donc j'étais très engagé là-dedans, au point où moi-même je me suis amusé à rédiger des choses et tout. Et aujourd'hui je n'y crois plus du tout. Parce que je trouve que l'implication, je trouve que la popularisation, de ces règles tacites, en fait, on a tous une considération de ce qu'est le 8, de ce qu'est le 7, qui est finalement plutôt différente, et je trouve que c'est énormément source de conflits dans les LGS ou quoi, autour de ce qu'est un deck niveau 7, de ce qu'est un deck niveau 8, et typiquement Mana Crypt, c'est niveau 8, niveau 7, est-ce que une carte définit le niveau du deck? Toutes ces questions là qui sont à dormir debout, et qui sont très exclusives, dans la mesure où Jean Newbie, il arrive, il a acheté son préco, il a amélioré avec les cartes qu'il avait, les cartes que lui a donné son oncle, et il vient pour jouer. Et en fait, on commence à lui parler de niveau deck, tout ça est très 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 opaque, et je trouve que c'est pas quelque chose qui... Je pense très sincèrement que c'est quelque chose qui ne parlera jamais au grand public. Pourtant, j'estime que le Commander est certainement le format le plus grand public qui existe. Alors, kiff avec le standard peut-être, j'en sais rien, mais je trouve ça très lourd d'informations que de hiérarchiser les decks, alors que selon moi, la personne qui connaît le mieux un deck, c'est nous-mêmes. Et on est tout à fait à même de le présenter, d'en expliquer, d'en faire une synthèse, et d'en expliquer les tenants et les aboutissants. Et je pense que c'est aussi le rôle de celui qui a le plus d'expertise, de se rendre compte que, ok, là je sens qu'il va y avoir un déséquilibre, je vais essayer de m'adapter, je vais essayer de pousser mon pote à s'adapter s'il n'a pas s'il n'a pas senti ce déséquilibre. Je pense qu'on est capable, c'est un format qui est social, et je compte beaucoup sur les gens pour faire preuve de bonne intelligence. Et effectivement, il y a plein de trucs comme ça. Je faisais une game avec des potes là, il y a quelques temps, et il y a un joueur je crois que c'était Eliod, qui commence à partir en sucette, à faire un gros board et à tataner tout le monde. Donc le joueur de Brea décide, tiens, je vais jouer un Magister Sphinx, je vais le passer à 10, puis l'attaquer avec des volantes, et hop là, emballer ses pesées, un joueur en moins, un problème en moins, quoi. Et moi je vais arriver à la situation que je connais bien, qui est on va éliminer un joueur et le reste de la partie va durer encore 45 minutes, donc il va nous regarder et s'ennuyer pendant 45 minutes. Il se trouve que j'avais un fog en main,
je pouvais du coup le faire survivre. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, attends, je vais négocier. Vas-y, tu vois, je te propose une petite solution. Je t'empêche de mourir. Et bah, du coup, voilà, t'es officiellement allié avec moi jusqu'à ce qu'on soit en 1v1. Voilà. Moi, je te dois pas forcément grand chose, mais toi, par contre, tu ne me nuis pas jusqu'à ce qu'on soit en 1v1. Et en échange, je te sauve de la partie. Et je sais pas si c'était un choix qui était optimal, tu vois, d'un point de vue purement gameplay, mais d'un point de vue social, effectivement, moi je me suis dit, bon bah, j'ai un moyen d'éviter une situation où il y a un joueur qui est frustré, potentiellement en m'obtenant un avantage qui est, bah, je vais garder un joueur qui met une grosse pression pour mettre la grosse pression sur mes deux voisins et tirer mon épingle du jeu là-dedans. Ça n'a pas payé, mais peu importe, derrière, tout le monde était très content de cette partie avec des retournements et qui a duré plus longtemps avec tous les joueurs qui étaient dans la partie. D'accord, ok. Ouais, t'as privilégié en fait un peu l'expérience de jeu finalement. Absolument. Et je pense qu'il y a plein de solutions qu'on a comme ça. Parce que je suis d'accord avec toi, au final, quand on a l'habitude du format, il y a plein de choses qu'on peut avoir. On a entendu plein d'anecdotes, on a vu plein de solutions qui nous permettent de privilégier la qualité de l'expérience de jeu. Et à côté de ça, je faisais une session avec des potes il y a quelques temps. Et ouais, ils me disent, ah, on va faire une session de Magic, on sait que t'adores jouer à Magic, donc vas-y, viens, on se fait un truc. Et je leur dis, ok, très bien, vous jouez dans quel format? Là, j'ai un gros blanc dans la conversation Discord de des gens qui disent, c'est quoi un format? Et la troisième personne qui dit Commander. Ah ok, donc très bien, donc pas de souci, je vous amène des decks Commander, les deux qu'on n'a pas, et voilà, je peux vous aider pour vos cartes si vous voulez les jouer, etc. Et du coup, la dernière personne, tu joues des decks de quel niveau, histoire que je m'adapte et que je puisse aider les deux autres à avoir des decks adaptés. Et là, c'est elle qui me regarde avec des grands yeux, genre comment ça, un niveau? C'est quoi un niveau? Du coup je lui dis vas-y, décris-moi un peu ton deck pour qu'on puisse faire adapter, et vraiment j'avais l'impression de les avoir tous perdus, quoi. C'est à dire que c'était justement des joueurs qui sont pas engagés, qui se renseignent moins sur le commander, et donc le principe de c'est quoi un niveau de deck, présente-moi ton deck, c'est quoi un format, etc., c'était déjà très haut comme question en fait. Et je suis d'accord avec toi qu'au final arriver à se mettre d'accord sur un niveau en high powered, ça marche pour les groupes d'habitués qui jouent régulièrement. Donc typiquement Sol Ring, si ils peuvent continuer à jouer et être relativement contents de leur équilibre et de comment se passe leur partie, c'est parce que c'est des gens qui se connaissent, qui jouent à Magic depuis longtemps et qui jouent ensemble depuis longtemps, et qui peuvent facilement discuter de quel genre de deck ils vont ramener, quel genre de niveau ils apprécient dans leur groupe de jeu, etc., quoi. Ce qui est au final assez hors de portée, je trouve, entre guillemets, du commun des mortels, quoi. Alors, t'as certainement raison, hein. Si ce n'est que si Bondy était dans la conversation, je suis à peu près sûr qu'il dirait que Joël ne respecte absolument pas les règles implicites qui se fixent entre eux. Régulièrement, enfin rien qu'à Auxerre en fait, à Auxerre, ouais. Je l'ai vu passer un moment qui fulminait, et je suis là genre ça va, ah j'en ai marre, ah Joël. Ouais, je pense que c'était un petit peu le créneau aussi à ce moment-là, parce que Joël, il est jamais trop sur la réserve quand il joue à Magic, et pourtant c'est rigolo parce que c'est quelqu'un de très très doux dans la vie, mais quand il jouait à Magic, alors déjà non seulement c'est un excellent joueur, mais en plus c'est un excellent builder, et en fait, rien que ces deux caractéristiques-là font que c'est quelqu'un qui est potentiellement compliqué à affronter dans la mesure où t'es un joueur irrégulier, et en plus c'est un jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que quand il build, il a pas peur de mettre ses Rhystic Study, ses failles cycloniques et tout ça, quoi. Et puis, je trouve ça difficile quand tu sais bien jouer et bien builder, d'arriver à trouver justement un équilibre avec un groupe qui joue à un niveau plus faible. Et moi, je te dis, quand j'ai commencé en 2009, ils me disent, voilà, un deck commander, ça se fait comme ci, comme ça, etc. Et je regarde les cartes disponibles, puis je ramène High Tide Combo en mono bleu, et j'ai gagné tour 4. Et ça a été une longue conversation pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens sont pas contents. Parce qu'en soi, j'ai respecté toutes les règles du format, j'ai bien un deck singleton qui respecte la banlist, etc. C'est juste qu'il se trouve que je joue High Tide Combo, parce que c'était disponible.
Bien sûr, mais le fait est que le Commander est un format qui est de base cassé, et si on veut qu'il ne le soit pas, eh bien, il faut s'entendre avec les gens avec qui on joue. Exactement. Donc c'est une friction en plus qu'il faut arriver à mitiger. Et avec des joueurs plus débutants, je pense que se cantonner au casual aide vachement à mitiger. Et après, s'aventurer en high powered, c'est vraiment un truc de vétéran, je pense. D'accord. T'arrives à... Alors j'imagine que quand même ça t'arrive peut-être de jouer en high power. Est-ce que t'arrives à y trouver du plaisir ou pas? Oui, tout à fait. Surtout que là maintenant je joue vraiment essentiellement avec les mêmes groupes de jeux quasiment tout le temps. Et à partir du moment où tu as un groupe de jeux récurrent, la conversation est plus facile. Et en plus, souvent ce qui se passe, c'est qu'on planifie nos sessions sur Discord. Voilà, on se dit, ah tiens, à telle date, on se fait une session. Ah oui, chez qui ramène quoi. Et je peux commencer à dire, bah voilà, moi j'aimerais bien ramener ce deck-là. Et du coup, moi je fais l'effort de montrer l'exemple, en fait, d'écrire en combien de tours mon deck gagne à peu près, à quel point est-ce qu'il met la pression, à quel point est-ce que le style de jeu est fair. Et de donner des informations que je trouve pertinentes pour qu'ils voient le genre de vibe de chacun des decks. J'ai l'impression en tout cas que depuis que je fais ça, les gens pour me répondre voient le genre de choses que je dis et m'imitent en fait eux aussi décrivent leur deck, un petit peu le niveau, le genre de force de carte ou à quel point ça gagne vite et que ça se passe plutôt pas mal. Et après j'ai aussi développé, je pense qu'il y a une tolérance au problème de balance à développer, tu vois, qui est du moment que l'issue n'était pas garantie, bah du coup c'est bien passé. Moi ça me dérange pas d'avoir une partie en arc ennemi par exemple. Ok, il y a un joueur qui a pris un gros avantage depuis le début et on s'est mis à 3, mais l'issue de la partie n'était pas claire puisque à 3 contre 1, on arrivait à se débrouiller. Et du coup, techniquement, du moment que, même si qui gagne ou que finalement on finisse par arriver à le stopper et que ce soit une autre personne qui gagne, oui, il a pris un énorme avantage au point que c'était de l'arc ennemi, mais on a su s'adapter et arriver à ce que l'issue de la partie ne soit pas décidée à l'avance parce qu'on s'est ligué contre lui. Donc pour moi, c'était une game qui était fair. Voilà, effectivement, son deck était meilleur que les autres, ou en tout cas est mieux sorti que les autres, mais on a réussi à en faire une game équilibrée où il y a eu des rebondissements et on a essayé de faire des choses. Donc même si on la perd, on n'a pas eu l'impression de s'être fait juste rouler dessus sans aucune chance. Alors que justement une des games de Auxerre, on avait mal compris le niveau de deck d'un deck Jeska. Je crois que c'est ça. En tout cas, voilà, on avait mal compris le niveau deck d'un mono rouge combo qui est parti en combo tour 4. Et on a fait, ah ouais, effectivement, on n'avait pas compris. Et là, on n'avait aucune chance. On n'avait pas pris des decks qui avaient le bon niveau de power level. D'accord, okay. Donc pour moi, du moment qu'on arrive à trouver, si tu veux, un truc où c'est à peu près faire, ou en tout cas, tu vois, on a une chance et l'issue n'est pas décidée, etc. Moi, ça me va. Derrière, on peut, vu que c'est un groupe régulier, ça reste des potes avec qui on a des discussions, on se prend un thé tranquillou, on parle de la vie, de comment ça se passe en ce moment. Donc ça reste, tu vois, des bonnes ambiances et des bonnes games de Commander. Mais du coup, est-ce que tu as une idée je sais pas, moi admettons je suis joueur, j'ai pas de groupe de jeu, je vais de LGS en LGS et je cherche soit à m'adapter à ce qui se passe, soit arriver à comprendre, soit au contraire, en fait je vis dans une grande ville et il y a beaucoup de joueurs très différents. Selon toi, comment je fais pour passer des bonnes soirées et des bonnes games? Pour moi, il faut vraiment accepter que les premières sessions, il y aura plein de games déséquilibrées et se concentrer sur le social. Pour moi, le gros avantage tout l'intérêt du Commander, c'est des moments sociaux sympas. Si tu veux jouer à la gagne, tu vas en CEDH ou tu vas dans d'autres formats compétitifs. Il y a d'autres espaces que le Commander pour vivre autre chose, mais la grande force du Commander, c'est le social. Et c'est le social qui va débloquer le fait d'avoir des bonnes games et des games équilibrées. Donc je dirais que le plus important, c'est trouve des gens avec qui tu connectes, avec qui tu t'entends, des gens où tu dis bonne vibe, bonne conversation, c'était sympa de discuter avec cette personne ou cette personne a l'air cool. Et se concentrer vraiment là-dessus. Une fois que tu as trouvé des gens où tu dis eux en fait passer du temps avec eux ça me plaît,
c'est là où on peut construire quelque chose, puisque à force de passer du temps, on va mieux comprendre leur playstyle, leur style de jeu, avoir des conversations et s'adapter. Donc je pense vraiment que la première brique c'est le social, et la seconde brique c'est tout simplement de aller regarder en fait, écouter ce genre d'émissions, aller regarder des games, etc. et voir qu'est-ce qui va pas en fait. Est-ce que mon deck était trop fort, pas assez fort? Est-ce qu'il y a cette personne-là, son deck était trop fort, pas assez fort? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut en discuter? Et en fait, il y a plein d'émissions qui traitent de comment est-ce qu'on peut discuter de ce genre de sujet dans le groupe? Comment est-ce que je peux rendre mon deck plus fair, moins fair? Et c'est ça, je pense, qui va beaucoup débloquer dans un second temps. Arriver à mieux comprendre comment faire un deck et jouer d'une manière qui sera adaptée à ce groupe de jeu avec qui on a passé du temps. Et on aime passer du temps. C'est dur hein, comme investissement quand même le Commander pour arriver à passer un bon moment finalement, parce que, enfin ne serait-ce que financièrement, mais ensuite t'imagines l'investissement qu'il faut par rapport à un jeu de société juste pour passer un moment ludique et agréable, c'est vrai. Et en même temps cet investissement, personnellement je trouve que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Je tire énormément de satisfaction à la fois de builder mes decks et même des fois de les sliver, tu vois, c'est pour te dire. Ouais, puis à la fois, je pense que ça fait partie de ces nombreux jeux où la meilleure expérience c'est de se faire mentorer, tu vois, d'avoir un pote qui nous ramène son groupe de jeux ou quelque chose comme ça, tu vois. Par exemple, Minecraft ou Fortnite, arriver dans ces jeux-là en connaissant strictement rien du genre et en étant tout seul, c'est l'enfer. C'est des jeux qui sont faits pour qu'on se ramène à plusieurs et que nos potes nous filent des tips et nous expliquent un peu comment le jeu fonctionne. Et c'est des jeux qui sont vraiment très mauvais dans leur expérience d'apprentissage de joueurs solo. Et je crois que c'était Big Flo et Oli qui ont une vidéo où ils essaient de s'initier à deux en n'y connaissant rien à Minecraft. Et c'est terrible, c'est à mourir de rire à regarder parce qu'ils sont en galère la plus totale. Et voir des gens sur YouTube s'initier à Minecraft ou League of Legends ou Fortnite, c'est édifiant en fait, hein. Ils sont en PLS et les bonnes expériences c'est vraiment se faire mentorer. Et c'est pareil là, pendant les vacances je jouais à Ark Nova et c'était un sketch juste d'apprendre les règles. On nous explique les règles, on prend une carte pour voir est-ce qu'on va comprendre. Non, on comprend rien à la carte parce qu'il y a 11 icônes incompréhensibles sur la carte, donc il va falloir qu'on regarde chacune des icônes une par une pour comprendre qu'est-ce que fait cette carte. Donc juste lire la carte est une barrière difficile à surmonter. Un de mes potes a décrit ce jeu de manière, je trouve, édifiante. Il a dit, en fait, c'est un jeu de zoo et d'humiliation publique. T'as un joueur qui a fait 7 points et le dernier joueur qui a fait moins 50. Et tu dis, mais c'est quoi? C'est le Dark Souls du zoo, en fait. Et ça a été un bon moment entre potes parce qu'on était entre potes, etc. Mais sans cette brique sociale, on aurait passé un très mauvais moment, quoi. Et je pense que le Commander fait aussi partie de ça. Ça peut être un très mauvais moment si tu arrives solo et tu connais personne, etc. Et si tu peux avoir un pied dans la porte d'une personne déjà avec qui tu branches qui te ramène dans son groupe de jeu, mais ça change tout. Non, mais je pense qu'un jour je ferai une émission consacrée à mes meilleurs groupes de jeux que j'ai eu en Commander. Vraiment, tu sais, un épisode full good vibe où je raconte vraiment les meilleures périodes où j'ai joué, ou les meilleurs feel good que j'ai eu, parce que franchement je pense que c'est important, et si ça peut inspirer des gens je le ferai. Je pense que c'est vraiment important, et typiquement ça rejoint ce que tu dis dans le sens où des fois on se pourrit la gueule, des fois le deck est déséquilibré, mais en fait on est tellement dans un espace de compagnonnage, de rigolade, qu'en fait la partie était trop bien parce que t'en retiens tous les bons moments, quoi. Absolument. Et puis je pense qu'au global, on fait une session où on parle beaucoup de problèmes au final, les problèmes de déséquilibre dans les parties, et c'est intéressant de parler des problèmes et de comment est-ce qu'on peut les résoudre, mais c'est aussi très intéressant et peut-être encore plus intéressant de se dire c'est quoi les bons exemples qu'on veut suivre, c'est quoi le positif, c'est quoi qui est cool, et comment est-ce qu'on peut chasser à aller vers du cool. Et justement, effectivement, je suis d'accord avec toi, ce genre d'épisode-là sur c'est quoi les meilleurs moments que j'ai vécu, c'est quoi les meilleurs moves politiques, les plus belles parties, les meilleurs groupes que j'ai eu, et c'était quoi les caractéristiques de chacune de ces anecdotes. Je pense que c'est très positif pour pouvoir se dire quel est l'idéal, l'utopie que je chasse, que je poursuis. Non, mais je te rejoins. Pour moi, c'est vraiment le Commander est un moment ludique.
Et j'adore être un puriste dans Magic, puriste dans le sens où j'adore passer des heures à imbriquer mes curves, qu'elles soient parfaites, dire est-ce que je joue cette slot là et cette slot là, comme si ça avait un impact fondamental. J'aime beaucoup faire ça parce que j'adore m'investir, j'adore metagamer, j'adore theorycrafter, et en même temps je ne tirerai jamais autant de plaisir que sur une bonne partie avec un ami et une bière. C'est clair. Il y a vraiment un grand plaisir dans les deux et les deux sont très différents. Je te propose un jeu un petit peu ludique, entre guillemets. Je te cite une carte ou une mécanique et tu me dis si tu considères que c'est high power ou pas high power, et tu peux expliciter en une ou deux phrases. Ok. Jin-Gitaxian, Corps Augure. C'est le deuxième, c'est ça? C'est le premier Jin-Gitaxian. Ah bah ça c'est typiquement une carte, tu vois, genre quand elle est sortie, j'avais déjà un groupe de jeu et on jouait régulièrement, et c'est typiquement une carte qui était détestée en casual, parce que dès le tour où tu l'as joué, il y a un joueur qui a perdu sa main et qui a perdu sa capacité à réagir. Donc c'est plus une carte que j'associe au high powered, parce que justement en casual, la fenêtre de réaction qu'elle propose et le genre de pression qu'elle met sur la table est trop élevé pour la plupart des decks casual. Pour la plupart des decks casual, s'ils se prennent un Jin-Gitaxias, ils surmonteront pas le Jin-Gitaxias en fait. Leur capacité d'interaction est trop faible. D'accord. Jewel Lotus. C'est plus une carte que j'associe au high powered. Déjà parce que c'est un staple qui vaut cher. Donc elle vaut le prix d'un préconstruit en fait. Donc rien que ça reste quand même un gros écart de budget. Et en fait, il y a beaucoup de situations où tu peux acheter un Jewel Lotus et elle fait un effet qui marcherait très bien dans une partie de casu. Et le problème, c'est les fois où ça te permet de partir trop vite avec un général trop fort, et tu arrives à une situation où si tu es face à des decks casu, du coup ils n'ont aucune chance, alors que si tu avais été face à des decks de high power, ils auraient eu une chance. Donc c'est un peu plus subtil, mais je l'associe encore au high powered, dans le sens où c'est en high powered que les gens pourront passer une bonne expérience avec cette carte dans leur deck. D'accord, alors je vais tenter toujours un petit peu sur ce fil rouge, sur ce flux tendu, je vais tenter une autre carte. Dockside Extorsionniste. Dockside, je suis beaucoup plus tranquille sur cette carte. Pour moi, je rejoins vraiment la position de Sheldon, qui est en fait, c'est une carte qui est de plus en plus forte face à des decks de plus en plus forts. Donc tu joues Dockside tour 2 en casu, t'as peut-être fait un trésor, tout le monde s'en fiche en fait. Tu joues tour 5, t'as peut-être fait 3 trésors, tout le monde s'en fiche. Ça va mettre du temps à ce que la carte soit vraiment très forte. Et au moment où elle va être vraiment très forte, t'aurais pu faire un geyser de mana, qui reste une commune que trop peu de gens jouent et qui fait énormément de taf. Et ça aurait fait la même chose, tu vois. Donc pour moi, c'est une carte, effectivement c'est un Staples qui vaut cher, qui est une star du CEDH, avec des discussions de ban, etc. Mais elle n'est pas problématique en casual pour moi. D'accord. Alors, pour le coup, je te rejoins, c'est-à-dire j'aime bien me moquer de cette carte parce qu'elle est vraiment, pour moi, c'est un entre-deux mondes. C'est-à-dire que je considère à titre personnel qu'elle est mal équilibrée. Néanmoins, je considère pas qu'elle soit problématique. Ça, c'est mon entre-deux. Du coup, j'aime bien l'idée de t'avoir proposé cette carte. Bon, si je te dis Stasis, je suis à peu près sûr de ce que tu vas me dire. Alors, si je te parle de Pillow Fort. Pillow Fort, pour moi, c'est typiquement une stratégie qui est dans le casu, notamment parce que beaucoup de decks Pillow Fort sont... je dis pas pour autant que c'est une bonne expérience, mais beaucoup de decks Pillow Fort, au final, sont très fair. Ils jouent beaucoup trop de cartes pour se protéger. Il y a toujours un truc qu'ils n'ont pas suffisamment protégé et qui est une petite interstice par lequel quelqu'un va passer et qui va permettre de s'en sortir. Ça peut être frustrant en casu justement où ils n'ont pas assez d'interaction. Je pense envers les enchantements, tu vois, si la personne commence à enchaîner les cartes type propagande, prison fantomale, etc. Donc c'est pas une stratégie qui est très appréciée souvent, mais pour autant en fait c'est souvent une stratégie qui est assez acceptée, qui est avec des cartes qui sont très fair, qui coûtent pas très cher et qui est typique des tables de casual. D'accord. Une question un peu dans le même genre.
Meule. J'entends qu'il y a une haine envers Meule, mais je vois vraiment pas le problème de ça, dans le sens où 40 points de vie, ça reste quand même beaucoup plus facile à tomber que 100 cartes. Donc pour moi, jouer Meule est vraiment une stratégie très fair, et qui, justement, Taku, un élément qui n'était pas une question, on se posait pas la question de est-ce que je vais mourir à la meule, et Taku maintenant on se la pose, et ça enrichit les parties. Donc j'ai vraiment aucun souci avec ça, et pourtant je suis mort régulièrement à la meule en casual commander, ne serait-ce que parce que j'adore piocher. Bon, t'es mon bro, nickel. Toujours dans les cartes un peu border, ou en tout cas qui... tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses des Titans Eldrazi qui sont légaux en commander? Celui qui est ban, clairement, il était problématique. J'ai joué à l'époque de Emrakul Unban, c'était un enfer. Mais pour moi, ceux qui sont légaux sont typiquement tranquilles. Ça fait... atteindre 10 mana, c'est très difficile et ça fait longtemps que j'ai pas vu une game qui se passe de manière problématique avec ça. Je pense que c'est plutôt genre une carte comme Satoru, tu vois, qui va rendre ça frustrant. Jouer Satoru Eldrazi en casu, c'est pas l'endroit, faut le jouer en high powered. D'accord. Et généralement, quand je joue ce genre de puissante carte là, qui reste, je vais jouer une grosse carte et je vais attaquer avec. Et ça va prendre du temps parce qu'elle colle que 10 ou 11 dégâts à chaque fois, tu vois. Et ça se trouve, t'as 40 Saprobion pour bloquer. Généralement, je la classe dans ce que j'appelle casual punchy. C'est-à-dire que je leur dis, je suis le contrat du commander, je joue des cartes faire machin, etc. Mais là, je colle des patates. Voilà, pensez pas que je vais jouer des mauvaises cartes, là je ramène un casual punchy. Donc je fais un peu cette distinction-là quand je communique avec mon groupe de jeu. Et elle est plus safe en high powered bien sûr, mais j'ai vu régulièrement des tables de casu sur lesquelles elle pouvait être ok. Ok, je vais continuer jusqu'à trouver une carte où on a un désaccord un peu franc, parce que sinon c'est pas rigolo. Magistrat de Dranith. Ah, c'est une carte que j'aurais tendance à la réserver au high powered, juste parce que l'expérience de jeu qu'elle propose est assez frustrante. Et j'entends le fameux dice to removal qui est beaucoup discuté. Alors, oui, effectivement, il suffit d'un anti-créature pour gérer cette carte-là. Mais elle arrive dès le tour 2. Il y a disrupt du coup dès le tour 2 les plans de curve, de jeu, des gens, etc. Ça a tendance en fait à j'ai pas mon removal en main de départ. Et je dépends de mon commandant, et du coup, je joue pas pendant 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours. Donc c'est plus, par expérience de jeu, je la réserverai au high powered, parce que j'ai vu trop de gens frustrés par cette carte en casual. Ah là là, c'est compliqué pour moi, j'arrive pas à trouver un point de franc désaccord. Si je te dis Blood Moon, je suis quasiment sûr sur quoi on va tomber. Si je te dis Smothering Tide, c'est à peu près pareil. Si je te dis Toupide Divination du Sensei. Pour moi, c'est une carte qui est parfaitement ok. Ce qui est pas ok, c'est de slow play sa toupie. Ah là là, c'est chiant. J'arrive pas à tomber en désaccord avec toi, c'est problématique. De toute façon, c'est à peu près logique. Hein. J'ai été pas mal aussi, initié, façon de dire, mais j'ai beaucoup mangé ton propre contenu, donc ça a forcément structuré ma pensée. C'est dur de trouver des cartes de franc désaccord, mais je pense qu'on considère à peu près tous les deux ce qu'est le casual, toi et moi. On le configure à peu près de la même façon. C'est-à-dire en tout cas pour moi, je souhaite que mon deck ne soit pas vécu comme une frustration pour l'adversaire, et il est pensé comme ça. Yes. Voilà, exactement. J'ai ramené des decks à Auxerre qui étaient faits pour que tout le monde ait une bonne expérience à la table, et le fait d'imprimer un donjon et le mettre au centre fait partie de ça. Et effectivement, ça devient une considération de deck building en fait à un certain stade. C'est qu'on construit nos decks pour que la table ait une bonne expérience. Moi, je rajoute beaucoup de cartes de type Go, des genres de trucs, des choix politiques, des faits ou fictions, juste pour créer des interactions et des moments à la table. Je rajoute des cartes qui sont moins connues pour que les gens puissent dire « Waouh, attends, mais je connaissais pas cette carte, mais c'est trop rigolo, vas-y, j'en veux une aussi. » Et voilà, c'est une vraie pensée dans mon deck building de me dire « on va embrasser la nature sociale du format. » Ce que je fais bien sûr pas en CEDH, et ce que j'ai tendance à skipper en high power, parce que j'ai un deck Lord Winggrace high powered, j'ai un deck Shorikai high powered, j'ai quelques decks high powered en fait là-dessus, mais où effectivement je vais jouer des cartes efficaces
je vais jouer des Appropriate, je vais jouer des trucs comme ça, et il va y avoir un match high powered qui n'est pas CEDH, où effectivement je vais pas aussi vite, je joue pas autant de staples. J'ai une séparation pour jouer en high powered qui peut peut-être être intéressante aussi. En fait, j'ai des classeurs pour ma collection qui me sert au tournoi. Et elle ne sert qu'au tournoi. C'est-à-dire que je me suis imposé comme règle perso que mes cartes pour le CEDH, pour les tournois, etc., restent pour le CEDH, pour le compétitif. Et je n'y ai pas accès pour builder des decks, même en high powered. Ce qui me force bien sûr à compenser via du meilleur deck building, et ce qui permet plus facilement d'avoir un power level qui correspond à celui de la table. Parce que sinon, si je me donne accès à tous mes staples, déjà j'ai des decks moins uniques, et j'ai trop de difficultés à nerfer mon deck. Ok. Je vais parler vite fait de mon expérience du high power, c'est-à-dire que j'ai au moins envie d'avoir dans ma collection de decks au moins 1 ou 2 decks high power, de façon à pouvoir répondre à une certaine attente. Je sais très bien que si je vais en FNM, ou enfin bref, je vais dans un lieu pour jouer à Magic, j'en prends au moins un des deux, parce que j'ai envie de pouvoir répondre à cette attente si elle existe. J'en ai actuellement un qui tourne vachement bien, c'est un Malcolm d'Argo, que je joue aussi avec, des fois avec le Gobelin, ça dépend, avec Brish, il s'appelle. Donc, mais il est principalement Malcolm d'Argo, tour sup, combo pirate, voilà. Et mais je le trouve quand même relativement atypique dans la mesure où certes il y a énormément de tours supplémentaires, mais il joue surtout pour tuer aux dégâts soit d'Argo, soit aux dégâts d'attaque en général, et c'est suffisamment impactant pour gagner relativement vite, et j'en suis très content. Néanmoins, c'est un deck que je garde énormément dans ma boîte et que j'ouvre très très peu, et ça me fait un peu de la peine. En autre mesure, il y a des decks qui sont un peu border, que personnellement, si ça tiendrait qu'à moi, je dirais pas qu'ils sont high power, mais je sais que sur certains critères, ça peut l'être. Notamment un deck Selvala Eldrazi que j'ai, qui selon les critères des personnes, il peut être considéré comme high power. J'ai un deck Kennesos qui peut tuer à la combo Hullbreacher, Sol Ring, plus un autre caillou, into mana infini. Mais je trouve la structure du deck tellement fluctuante et aléatoire, que j'ai du mal à le considérer comme un deck suffisamment consistant pour le qualifié de high power. Ouais, puis c'est difficile parce qu'effectivement, comme tu le dis, suivant les variations de groupe, ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils arrivent à gérer, pas à gérer, la définition fluctue un peu, quoi. Et là, pour le coup, ce qui me dérange avec ce deck Kennesos, tu vois, c'est que le deck est pas suffisamment régulier, selon moi, pour être qualifié de high power. Et pourtant, il y a un côté un peu, tu sais, ticket d'or, un côté loto du deck, qui peut sortir des fois relativement tôt, tu vois. En fait, typiquement, j'ai une problématique qui vient de la disparité des monstres marins, donc des grands serpents, des kraken et tout le bordel, là, qui en fait, il y en a 2-3 qui sont extrêmement forts. Tout le reste est vraiment pas terrible si on regarde les créatures de Magic. Et en fait, l'écart entre ces deux groupes est tellement éloigné que le deck est très irrégulier et ça me dérange. Je pense que intimement, je préférerais qu'ils sortent de nouveaux Kraken un peu punchy. Comme ça, je peux dire, bon ben voilà, c'est un vrai deck high power, plutôt que jouer un deck monstre marin un peu mou auquel je prends moins de plaisir personnel, quoi. Et ça tient aussi en fait, tu sais, tout à l'heure on parlait de compter le nombre de cartes qui sont impactantes. Ça marche aussi pour ta propre main, où quand tu commences à jouer en high powered, si tu mets n'importe quel slot un peu fun et que tu es dans une situation de jouer en high powered et tu as ça dans ta main, le problème c'est que c'est tellement en dessous de tout le reste de ta main que tu la joues pas, puis tu finis par la retirer en fait. Et ça, typiquement pour des monstres marins pas assez forts,
ben, tu as d'autres cartes plus efficaces à côté ou tu as de la pioche pour creuser dans une carte plus efficace et tu vas peut-être avoir tendance à tout le temps jouer autre chose et celle-là, elle va te coller à la main, elle va toujours être trop peu intéressante, un mauvais investissement en mana et juste jamais voir le jour. Et ça peut être effectivement typiquement une source de frustration. Moi je sais que j'aime pas jouer des decks qui tournent pas, dans le sens où j'ai rien à faire, je suis en death ou en full, etc. Et pour compenser, je fais beaucoup des decks qui boubouitent. Voilà, je joue une carte politique, je joue un petit truc de pioche, je joue plus de mana, machin, je fais ma vie dans mon coin, mais j'ai pas assemblé un engine qui met la pression aux gens. Donc comme ça, je fais des trucs. Voilà, je suis en train juste... le deck est pas mana efficient, dans le sens où je passe trop de temps à utiliser trop de mana pour piocher et développer, etc. sans améliorer une position sur le board et sans avancer vers une victoire. Mais c'est ce qui permet que moi, je vis ma vie, je fais des trucs pendant mes tours, mon deck tourne bien. Et pour autant, je mets pas une grosse pression aux gens, donc on est tranquille et on va faire une game longue. Mais c'est vraiment plein de tricks pour essayer de, au final, passer un bon moment et compenser les problématiques du high powered, quoi. Il y a une problématique du high power que je voulais aborder avec toi, qui est contrôle. Typiquement, il y a 1 an et des bananes, quand Tivit est sorti, donc le Sphinx de New Capenna, j'ai buildé un deck que je considère très largement comme high power, dans la mesure où c'est un deck contrôle qui metagame à peu près, qui est capable de metagamer tous les archétypes du format en dehors du CDH, et qui tue un peu sur la longueur. Je dirais pas à l'ennui, parce qu'il tue à la combo, mais l'idée étant que il contrôle, et puis jusqu'à un certain moment où il fait suffisamment de CA, et il a suffisamment tué la game pour comboter et tuer. C'est un deck que j'ai pensé comme ça, j'ai conçu pour que qu'il n'ait pas vraiment d'adversaire. C'était un petit challenge personnel en termes de deck building. C'est un deck que je n'ai absolument pas conservé parce que j'en tirais pas de plaisir de jeu et mes adversaires non plus. Mais j'ai eu énormément de frustration à me dire que ce genre de deck puisse exister. Est-ce que finalement le high power, c'est pas un format très facile à metagamer? Si, absolument. Surtout, ouais, comme je disais, moi je passe mon temps à faire un truc qui est trop fort. Et ça m'est arrivé de rouler sur des gens avec mon Malcolm K10 Popper. Parce qu'en fait, si on me laisse faire tour 2 Malcolm, tour 2 K10, tour 3 Malcolm, tour 4 j'attaque, ça se trouve, je vais gagner tour 4 avec compte backup. Et pourtant je joue que des communes et que des cartes fer qui sont pas sur la sold list, tu vois. Le deck il doit valoir 60€ grand max. Pour moi, après un moment où t'as encore un petit peu du contrat social, où t'as encore du temps, etc., tu peux faire énormément de choses qui bloquent tout le monde, et ne serait-ce que Glacial Chasm, le terrain qui dit tiens, tu peux plus m'afficher de blessure. Il y a trop peu de gens qui jouent Wasteland, Strip Mine ou n'importe quoi pour gérer ce genre de land là. Donc à partir du moment où tu as ça dans ton deck, effectivement il y a plein d'angles morts et de limites au format hype. Là typiquement, si tu joues ton Tivit et ça donne l'impression que tu joues avec la nourriture, que tu as déjà gagné et on attend juste que tu le fasses parce que pour l'instant tu bouilles, mais tu contrôles tellement tout que on sait que tu vas... Moi c'est typiquement dans une situation où tout le monde sait que tu joues avec la nourriture et c'est l'inhibiteur et compagnie, ils vont gagner à 45 minutes. Bon, tu dis en fait on va jouer 40 minutes pour rien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu souhaites passer en outro de cet épisode? L'outro au pince-crâne, c'est que l'invité, et moi si j'ai envie, partagions une œuvre culturelle qu'on a lue, qui soit récente ou non, en tout cas quelque chose qui nous a marqué. Ça peut être un film, une série, un jeu vidéo, un jeu de société, et je sais pas, un one-man show, des choses comme ça. Ouais, pourquoi pas. Comment ça s'appelle? Je vais ouvrir mon Steam, comme ça je te donne la réponse très vite. J'ai un jeu que j'ai beaucoup aimé cette année, et justement je pense qu'il peut plaire aux joueurs de Magic, c'est Four Tales. F-O-R-E-T-A-L-E-S. Et c'est un petit jeu indé qui est français, qui est, je trouve, assez méconnu. Et j'aime beaucoup cette nouvelle tendance de Magic de raconter une histoire par les cartes et par les mécaniques, de faire beaucoup plus de narrative design. Et j'aime beaucoup les jeux comme ça de cartes à narration.
J'aime beaucoup le jeu de cartes évolutif Horror Arkham. Four Tales est dans cette mouvance de proposer un jeu de cartes narratif où on va se balader et résoudre un mystère, avancer dans des scénarios, etc. via des cartes, en jouant des cartes. Et je trouve que c'est une superbe fusion à la fois d'un jeu à la Magic, entre guillemets, dans le sens où on doit essayer d'optimiser nos ressources et de faire les meilleurs choix stratégiques pour avancer dans le scénario, et à la fois de narration où chaque carte représente une type d'action. Si tu joues une carte qui est une carte de pickpocket, elle représente le pickpocket dans la narration et tu vas pouvoir voler des trucs avec et prendre des avantages stratégiques en volant le bon truc qui aide un adversaire. Et je trouve cette fusion de narration et de gameplay, d'économie d'action et d'économie de cartes fonctionne très très bien. Je suis moins fan des dernières heures de jeu, mais moi j'ai passé 15 heures de jeu très agréable dessus. C'est un petit jeu indé sur Steam pas cher et que je trouve mérite d'être connu. Allez, très bien, Four Tales c'est noté, j'essaierai de foutre quelques liens dans la description. Quant à moi, j'ai réussi enfin à télécharger Baldur's Gate 3 après une semaine de téléchargement en 4G, je suis très content, je vis ma meilleure vie, tous les trucs que je dois faire sont repoussés au lendemain grâce à ce jeu, c'est fantastique. Je pense pas avoir besoin de faire énormément de com'. Voilà, Baldur's Gate 3, pour moi c'est vraiment banger, ça mène, ça mêle tactical RPG, qui est ce que j'aime, avec narration complexe. Bon, c'est déjà beaucoup, hein. Bon, moi je suis complètement fan. Bah tu vois, il a fini de télécharger chez moi pendant l'épisode. Aïe, j'espère vraiment que tu me feras un petit retour. Je sais pas si t'as beaucoup de dispo dans l'année qui suit ou dans les prochains mois, mais je voulais proposer aux auditeurs de partager leur deck par commentaire, et que si tu trouves un peu de temps, et moi aussi, on leur réponde et qu'on leur dise si on trouve leur deck high power ou pas. Est-ce que t'arriverais à trouver quelques minutes pour faire ça ou pas? Je n'en ferai pas beaucoup, mais je peux en faire quelques-uns. Allez, trop cool. Trop cool. Écoute, je te remercie vraiment d'avoir participé à ce podcast. Il y a 5 ans, quand vous aviez sorti sur les chroniques les MTG Tutor, c'était, peut-être un petit peu avant, c'était un moment où Magic, j'étais encore dedans, mais très très loin, le standard m'intéressait plus. Le Commander, c'était quelque chose que je jouais un petit peu pour faire plaisir à des potes. Et ça me fait plaisir de t'avoir parce que du coup ça raccorde un petit peu les deux bouts. C'est ce genre de vidéo sur le quality advantage, sur le tempo, sur le card advantage qui m'ont donné envie autant de m'investir dans le Commander, et du coup forcément ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi. Encore merci. Stylé. Et écoute, merci beaucoup à toi. C'était un vrai plaisir aussi que tu m'accueilles et de découvrir donc ton origin story du Commander avec les chroniques. Bon. Et merci à vous, les auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, de le liker, de vous abonner, tout le bordel, sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des remarques ou des suggestions, moi je suis pas mal sur le Discord de Magic C'est Chic, donc n'hésitez pas à venir me taguer, m'interpeller, et à poser vos questions. Je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince Crâne. Salut! Yes, bisous tout le monde, et puis au plaisir probablement, peut-être à Auxerre l'année prochaine.